Le 22 février, à Paris, une manifestation interdite tourne au drame. La troupe tire sur la foule, l'émeute se répand. Le 24 février, Paris est couvert de barricades. Les insurgés envahissent le palais des Tuileries et contraignent Louis-Philippe à abdiquer et à s'enfuir. Un gouvernement provisoire est nommé, la Deuxième République est proclamée. Le suffrage universel est rétabli. La France, patrie des droits de l'homme, affiche sa solidarité avec les peuples opprimés d'Europe. Acclamés par la foule parisienne, les émigrés politiques italiens et polonais défilent. Certains rêvent d'une république universelle. Les événements survenus en France ont eu un retentissement considérable. Dès que la nouvelle de la révolution parisienne est connue, les manifestations commencent presque simultanément en Autriche, en Allemagne et en Italie. Les aspirations libérales et les revendications des nations opprimées ou divisées sont à l'origine de cette flambée de violence. À Vienne, le 13 mars, les étudiants et les libéraux descendent dans la rue et réclament des réformes. Le mouvement prend une telle ampleur qu'il provoque la chute et la fuite du tout-puissant chancelier Metternich. L'empereur lui-même doit quitter la ville. Les minorités nationales profitent du désarroi du pouvoir. La révolte éclate à Cracovie, puis à Prague, où les Tchèques réclament l'égalité avec les Allemands. Les Hongrois menés par Kossuth obtiennent leur autonomie et le transfert de leur Assemblée nationale à Pest. Le pouvoir impérial recule partout. Dans les États allemands, dès le début du mois de mars, la foule se rassemble à Berlin, Munich, Cologne et Francfort et contraint les princes régnants à accepter des réformes. Les nationalistes qui veulent l'unité de l'Allemagne obtiennent l'élection d'un parlement représentatif de l'ensemble du peuple allemand. Il se réunit pour la première fois le 18 mai à Francfort. En Italie, l'agitation latente prend une nouvelle ampleur dès que les révolutions parisiennes et viennoises sont connues. Elle s'étend rapidement à tout le pays. Les princes et le pape sont obligés d'accepter les réformes. Les revendications nationales se renforcent. Même les plus modérés comme Cavour sont convaincus. Il écrit « Une seule voie est ouverte à la nation, la guerre ». Le nord occupé par l'Autriche se soulève au cri de « Vive l'Italie libre ». Le roi de Piémont-Sardaigne, Charles Albert, prend la tête du mouvement d'unité nationale et inflige des défaites aux troupes autrichiennes. La liberté se dresse devant les souverains de l'Ancien Régime qui sont forcés d'accepter des constitutions. Le printemps des peuples a eu raison en quelques mois des régimes apparemment les plus solides. Les revendications libérales et nationales ont miné peu à peu l'équilibre instauré par le traité de Vienne en 1815. Depuis cette date, les frontières des principaux États ont peu changé. Entre l'Empire russe et l'Empire ottoman, l'Europe centrale est dominée par un État multinational, pilier de l'absolutisme européen, l'Empire autrichien. Son unité vient de la toute-puissance de la dynastie des Habsbourg. La police et la censure étouffent toute vie politique. Beaucoup de paysans vivent encore sous un régime féodal. Les frontières ne tiennent aucun compte des différentes nationalités et celles-ci revendiquent de plus en plus leur autonomie. À l'intérieur de l'Empire, on trouve des Allemands, des Hongrois, des Polonais et des Tchèques. Au sud, des Slaves, des Roumains et des Italiens. L'Italie est morcelée. L'Autriche occupe le nord et exerce son influence sur plusieurs États. Les mouvements nationalistes revendiquent l'unité du pays. L'Allemagne est partagée en 38 États regroupés dans la Confédération germanique
à laquelle appartiennent aussi les pays allemands de l'Empire d'Autriche. L'État le plus important est la Prusse. Les nationalistes souhaitent l'unité du peuple allemand, une unité fondée sur la langue, l'histoire et la culture. En quelques mois, l'équilibre de l'Europe semble compromis, mais les gouvernements se ressaisissent, le reflux commence. En France, la bourgeoisie est effrayée par l'agitation populaire. En avril, les élections donnent une très large majorité aux modérés. Les affrontements avec les extrémistes sont de plus en plus fréquents. Le conflit est inévitable. Il éclate à Paris le 23 juin. L'armée écrase l'insurrection populaire. La bataille de rue dure 4 jours et fait des milliers de morts. La répression est terrible. En décembre, les élections à la présidence de la République voient le triomphe du représentant du parti de l'ordre, Louis-Napoléon Bonaparte. En Autriche, l'armée est restée fidèle à l'empereur. Elle sera l'instrument de la répression. En juin, les troupes du général Windischgrätz bombardent la ville de Prague et l'obligent à capituler sans condition. Toute liberté politique est abolie. L'empereur Ferdinand Ier regagne Vienne. Dès le mois d'octobre, il fait intervenir son armée dans la capitale. Les combats font rage pendant plusieurs jours. La lutte contre les Hongrois se révèle beaucoup plus longue et difficile. En 1849, ils proclament leur indépendance. Menés par des patriotes acharnés, ils disposent d'une véritable armée. Les Autrichiens utilisent les antagonismes qui opposent depuis longtemps les Hongrois aux autres nationalités. Le Croate Jelačić mène la bataille aux côtés des Autrichiens, mais l'issue des combats reste incertaine. L'Autriche fait finalement appel au tsar Nicolas Ier pour venir à bout des Hongrois. Il capitule le 13 août 1849. La répression contre les patriotes est féroce. La Hongrie perd toute liberté et l'unité de l'Empire autrichien est rétablie. La nouvelle de l'écrasement de la révolution viennoise provoque la répression dans tous les États allemands. En Prusse, Frédéric Guillaume IV met Berlin en état de siège. Il octroie une constitution peu libérale qui préserve le pouvoir royal. Les espoirs de bâtir l'unité nationale survivront encore quelques mois. Mais au Parlement de Francfort, les partisans de la Grande Allemagne, incluant une partie de l'Empire autrichien, s'opposent aux partisans de la Petite Allemagne, rassemblés autour de la Prusse, qui finiront par l'emporter. Après des mois, la couronne impériale est proposée au roi de Prusse. Mais il refuse une couronne pétrie de terre glaise et de fange. Sans l'appui de l'Autriche, ni celui des autres princes allemands, il ne peut accepter cette couronne. Le Parlement est dissous, le rêve d'une unité de la nation allemande s'effondre. En Italie, les succès des libéraux et des nationalistes sont de courte durée. Dès mai 48, la réaction triomphe à Naples. Les Autrichiens regagnent du terrain dans le nord de l'Italie. Les princes sont accusés de faiblesse et de trahison, et le mouvement modéré jusque-là se radicalise. D'abord favorable à la révolution, le pape prend peur. Les émeutiers assassinent son premier ministre, le comte aussi, et assiègent son palais. La République est proclamée à Rome et à Florence. Les Italiens subissent de nouveaux revers dans le nord du pays. Après la cuisante défaite de Novare, le roi Charles Albert abdique en faveur de son fils Victor Emmanuel. Celui-ci doit signer avec l'Autriche un armistice qui lui impose des conditions rigoureuses. Le pape, réfugié près de Naples, appelle à son secours les États catholiques d'Europe. Le gouvernement français et le président Louis-Napoléon Bonaparte attaquent la République romaine. Après un mois de combat, les troupes de Garibaldi sont battues.
la réaction s'installe dans le pays plus que jamais dominé par les Autrichiens. Seul le royaume de Piémont-Sardaigne garde un régime constitutionnel. Partout en Europe, la répression a triomphé du printemps des peuples. L'ordre ancien semble rétabli, l'élan des peuples brisé. En France, la Deuxième République s'achèvera par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Dans les États d'Europe centrale, l'abolition du régime féodal est le seul progrès réalisé. Mais les idées et les espoirs nés de ces révolutions ne vont cesser de progresser. L'Empire d'Autriche affaibli ne contrôlera plus le nouvel équilibre européen. L'unité italienne se fera autour de Victor Emmanuel et du royaume de Piémont-Sardaigne. L'unité allemande se construira autour de la Prusse.